I feel good. Je me sens Me bien. sinto super bien. Eu me sinto bem. Et toi? Genki. Et toi? I Feel Good, les chroniques akashiques, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armelle Bérodi et l'Espace Akashique. On m'a demandé de me positionner il y a quelque temps en tant que thérapeute et créatrice d'un espace de bien-être et développement personnel sur la question de l'injonction actuelle au bonheur et au bien-être. Et j'ai été un peu surprise par cette question car je crois que chaque individu est responsable de sa vie et qu'il n'y a pas d'injonction au bonheur, mais plutôt une société en crise, une société malade avec des personnes en souffrance qui sont en quête de sens, de sérénité et de mieux vivre ensemble. Ce qui m'inquiète, c'est pas le développement d'un business du bien-être. Je dirais même qu'il y a presque une part de moi qui est rassurée. Je me dis, ah ouais, enfin, les gens se réveillent, ils ont envie de prendre du plaisir à vivre, ils en ont assez de fonctionner comme des robots ou des marionnettes, ils ont envie de se changer, de changer le monde, ils ont envie de solidarité. Alors, je dis, yes, youpi, c'est génial, et je me réjouis. Après, en revanche, il est effectivement plus difficile d'y voir clair sur le sérieux ou l'opportunisme de certains praticiens au vu du développement de ces pratiques de bien-être et du non-respect de certains principes thérapeutiques et déontologiques. Je ne crois pas qu'il y ait d'injonction au bonheur. Je constate surtout qu'il y a une urgence à vivre mieux, à vivre autrement et que personne n'oblige personne à manger mieux, à consommer autrement ou à avoir envie de se sentir mieux dans son corps, dans sa tête, dans son couple, dans son travail, dans son environnement. Il y a des prises de conscience qui se font et sont urgentes et nécessaires. Et c'est dans ce sens que je suis en mouvement aujourd'hui afin de faciliter cette conscientisation. Pour moi, la notion du bien-être n'est pas tout à fait universelle. Certains vont se sentir bien dans la nature, d'autres en ville, en faisant du sport ou en dessinant. D'autres vont se sentir mieux en cuisinant, en dansant ou en jardinant. En fait, ce qui nous fait vibrer nous permet le mieux-être. Encore faut-il écouter ce qui vibre en soi. Curieuse de savoir comment est ressentie cette injonction au bonheur, j'ai questionné mon entourage. J'ai interrogé Camille, ostéopathe, Sophie, diététicienne, Arthur, musicien, Anaëlle, enseignante de yoga, Arnaud, thérapeute, et Adana, artiviste, ainsi que le docteur Boris Cyrulnik qui clôturera cet entretien. Je me sens Me bien. sinto super bien. Eu me sinto bem. Et toi? Genki. Et toi? L'injonction au bonheur, pour moi, je visualise quelque chose de parfait. Et cette société qui nous demande d'être parfait, de toujours répondre à... par exemple, je rencontre tellement de jeunes gens qui veulent... qui se sentent mal parce qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. À 18 ans, on nous pose la question, tu vas devenir quoi? Attention, il faut que ce soit parfait. Mais j'ai décelé des choses, notamment une forme de bienséance masquée, où quand les gens se demandent si ça va, généralement il y a la réponse oui qui vient, même quand la personne ne va pas du tout, pour ne pas avoir à se justifier et à déballer tous ses malheurs, alors que ça pourrait lui faire du bien de l'exprimer. Donc le malheur est souvent dissimulé dans ce contexte-là, mais aussi par certaines personnes qui ne veulent pas être perçues comme faibles dans leur entourage, ou pour maintenir une image ou un statut social. C'est drôle parce qu'en fait, il y a à peine un quart d'heure, 20 minutes, je vais pas dire eu cette discussion-là par rapport au bonheur, mais par rapport à la souffrance. Et en fait, en parlant avec une amie qui est en fac de psycho, et avec qui on parle beaucoup justement de nos ressentis, de ce qui peut se passer en nous, je lui disais justement que je ressentais beaucoup qu'on était dans une société où il fallait absolument éradiquer en fait la souffrance qui était en nous. Et en fait, je trouve que ça met une pression énorme. Parce que le problème, c'est qu'on s'aperçoit qu'on n'est jamais heureux à ce moment-là, quand on essaye de l'éradiquer.
Et c'est un peu d'une façon, quand tu regardes justement à l'extérieur, tu t'aperçois que dans le monde, il y a toujours de la souffrance. Et il y en aura toujours. Je pense qu'il y a un travail sur soi qu'on fait qui nous permet de se libérer de toute cette pression. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas bien, c'est parce qu'on doit aller bien. En tant que personne, je le constate effectivement. Je le constate dans mon quotidien. Après, ce qui fait que j'en suis plutôt protégée, c'est que je consomme pas en fait les contenus qui contiennent des injonctions au bonheur, au bien-être, à prendre soin de soi. Je consomme pas la télévision, les magazines féminins. Sur les réseaux sociaux, je fais bien le tri de ce que j'ai envie de voir en fait. Donc pas tellement. Je suis pas tellement confrontée en fait. Je le constate, mais je suis pas trop confrontée personnellement. Mais déjà, ça me fait penser à quelque chose. Un jour, quelqu'un m'a dit que c'était inscrit dans la Constitution américaine. Le fait de devoir être heureux. Voilà, ils doivent montrer aux autres qu'ils sont heureux tout le temps. Ils n'ont pas le droit de montrer leur faiblesse, de montrer qu'ils sont tristes. C'est pour ça qu'il y a toujours des séries américaines. Ils sont toujours là à surjouer des émotions positives, alors que ça va pas du tout. Parce que oui, l'injonction au bien-être, je le ressens à plusieurs niveaux. Dans ma vie quotidienne, par exemple, en tant que maman, le bien-être de mon enfant, qu'est-ce que c'est l'injonction du bon parent, etc. Ça, c'est quelque chose qui a pesé très très lourd sur moi, par exemple, dont, en fait, et j'essaye, par exemple, de me détacher de cette injonction-là, en ayant une prise de conscience à qu'est-ce que ce serait mon vrai bien-être, en fait, si tu veux. Donc c'est un peu ce double aspect-là. Là, j'ai pris l'exemple de la maternité, mais en fait, c'est pour tout la même chose. Mais je pense pas que je sois sous l'influence d'un effet de mode. C'est vraiment quelque chose que je veux faire. J'ai envie de progresser. J'ai envie de progresser intérieurement. Pas pour prouver quelque chose à quelqu'un ou pour m'intégrer dans un cercle social. Non, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire pour moi. D'ailleurs, j'en parle pas. J'en parle à personne. Je dirais que pour les dernières 27 années, c'était quelque chose que je recevais de la société et que maintenant, je le ressens vraiment à l'intérieur de moi comme un éveil, en fait, où quand je sais que je suis sur le bon chemin, en fait, de mieux être, qui va pas forcément correspondre à ce qu'attend la société, justement, de moi ou mon entourage, mais c'est quelque chose qui émerge de mes profondeurs, en fait. J'ajouterais que c'est important de se reconnecter régulièrement à ces valeurs profondes, en fait. À vraiment ce qui nous anime, ce qui nous plaît, ce qui nous motive, et d'essayer autant que possible de pas trop se laisser influencer par notre entourage proche, qui peut avoir ses propres valeurs, par ce qu'on peut voir autour de nous. C'est OK de ne pas avoir les mêmes valeurs que les autres. C'est plus un élan du corps qui se dit « Ah bah tiens, ça va m'épanouir » et c'est pas un mouvement mental qui dit bon, alors il paraît que si on fait ça, je vais mieux, alors je fais ça. Je suis ostéopathe. Je donne des conseils de gestion, par exemple, de la douleur par des étirements ou une reprise de sport. Mais moi-même, je ne fais pas de sport, par exemple, et je m'étire jamais. Donc en fait, c'est quelque chose qui est aussi un peu à double tranchant entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Je suis tout à fait consciente de vers quoi je pourrais tendre pour aller mieux. Je le vois, mais la mise en route est hyper difficile et se passe un peu par, j'ai l'impression, par saccades pour moi. C'est comme des lumières qui s'allument. Je comprends vraiment quelque chose. Donc je mets en place certains processus pour aller mieux dans le plan physique, émotionnel, spirituel, peu importe. Je les tiens. Et puis, en fait, je me fais souvent réabsorber par du quotidien ou des choses comme ça et ça s'en va. Et ensuite, ça
une autre cause. On ne peut pas être sur tous les plans, surtout si c'est pas quelque chose de personnel et que c'est une injonction qui vient de l'extérieur. Ce sera impossible à maintenir et en fait, ce sera encore pire. On sera encore plus mal, on sera encore plus malheureux parce qu'on n'arrivera pas à se maintenir à cette injonction. Non, ça a été plutôt pour répondre à des problématiques de vie, comme la cigarette. Un des premiers bouquins que j'ai lu en développement personnel, c'est La méthode simple pour en finir avec la cigarette. Et c'est un bouquin que j'ai lu, que j'ai trouvé génial dans le sens où j'ai arrêté la cigarette à la fin de ce bouquin, j'ai jamais repris depuis 5 ans. Et dans ma pratique, j'essaye aussi d'apporter des suggestions, des idées, des clés à mes patients qui peuvent les utiliser s'ils en ont envie, s'ils trouvent ça pertinent. Mais je ne vais jamais les obliger à faire de la méditation tous les jours, à écrire dans un journal de gratitude. C'est seulement des suggestions que je peux leur apporter pour répondre à leurs problématiques, parce que quand ils viennent me voir, c'est qu'il y a une problématique. Mais si ça ne leur correspond pas ou s'ils n'ont pas le temps, on trouve autre chose. Je dirais plutôt que je vais vers des choses qui me rendent heureux parce que ça me fait du bien, mais pas parce que on m'oblige à être heureux. Et comment tu choisis d'être heureuse, d'être heureux? Qu'est-ce qui te fait vibrer? J'adore les petits enfants qui sourient, cette innocence en fait me rend joyeuse. Le ciel, enfin les petites choses, le vent qui passe, ça semble bête, hein, mais prendre le temps de vraiment ressentir les choses, c'est incroyable. C'est partager des temps de qualité avec des personnes avec qui je me sens en bonne connexion, avec qui on se comprend, avec qui il y a des visions communes. Ça me permet de me sentir un peu chez moi avec l'autre. Mais j'essaie de me nourrir de choses, de faire des choses qui me nourrissent, qui me passionnent en tout cas. Ça fait gonfler mon estime, je pense, l'estime de moi. Je pense qu'il y a une ligne quand même commune d'équilibre en fait qui correspondent plutôt à des besoins et c'est à partir du moment où je pense que nos besoins sont comblés où on peut parler de mieux être comme si c'était du bonus en fait. Donc là ce serait bien manger, bien dormir, avoir un sentiment de sécurité par exemple. Et j'ai l'impression que ça, c'est très personne dépendant, cette notion-là de bien-être. Parce que moi, mon bien-être, il ne va pas passer par faire le semi-marathon de Montpellier ce week-end. Il va passer par aller faire 15 minutes de méditation en écoutant le bruit des vagues avec mon bébé, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui me fait réellement du bien et qui recharge en fait un espèce de réservoir un peu émotionnel ou de choses comme ça qui vont me permettre d'être ensuite moteur à d'autres moments de ma vie qui vont être plus difficiles, par exemple. Comme si je prenais de l'avance. Je le vois plutôt comme ça, mon bien-être. Avec une trame de fond de développement, mais des choses où je prends à certains moments des petites respirations, j'emmagasine des choses que je garde en mémoire pour pouvoir me les redonner plus tard. Je trouve que c'est la chose la plus présente dans mon quotidien qui me permet d'être heureuse, c'est de faire le métier qui me passionne. Après, je dirais, le reste, c'est du petit détail en plus. C'est la petite pincée de sel sur le plat, dans l'assiette. C'est de m'inciter moi-même à sortir, surtout quand il fait beau, de remarquer le soleil ou d'écouter le vent. C'est des petits détails comme ça, souvent reliés à la nature quand même, parce que ça me remet à ma place. Par la méditation, par la pleine conscience, en fait, je me préserve en fait. Et je préserve ce qu'il y a autour de moi aussi. Aller travailler sur mon souffle, réorganiser ma respiration, me permet de déjà me sentir un peu mieux. Quelque chose que j'ai fait pendant longtemps, qui est de la danse contemporaine, mais quand j'en faisais pour mon travail, je n'avais pas cette conscience-là. Mais maintenant, je sais que quand ça ne va pas,
je danse. Quand ça va, je danse. Quand j'ai quelque chose à dire, je danse. C'est mon moyen d'expression corporel, émotionnel, psychique, un petit peu tout, en fait. Et ça, pour moi, c'est un véritable vecteur pour transcender, en fait, certains événements ou certaines choses. Le stage de Reiki, par exemple, lire du développement personnel, la démarche que je veux avoir, par exemple, quand je veux essayer de progresser dans quelque chose, quand je veux essayer d'aller loin dans le développement de mes compétences, dans l'escalade, par exemple, dans les activités qui me tiennent à cœur, quand je bossais la batterie, quand je faisais beaucoup de batterie, j'ai toujours tendance à garder sous le silence les petites astuces ou les chemins que je prends pour essayer de me sentir bien ou essayer de progresser dans un domaine quel qu'il soit. I feel good. Bonjour Boris Cyrulnik, merci d'être à l'antenne avec nous. Pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Il ne faut pas chercher à fuir le malheur à tout prix, mais plutôt chercher comment et grâce à qui le surmonter. Si j'ai bien compris, vous dites non à la dictature du bonheur, c'est ça ? Oui, parce que cette idée de bonheur est arrivée avec la Révolution française. Saint-Just a dit le bonheur doit trouver une solution sociale. En organisant bien notre société, on doit faire que tous les gens de cette société seront heureux. Alors c'est une utopie généreuse, mais c'est une utopie tragique aussi, parce que le malheur arrive. Le bonheur, il faut le chercher, le malheur, c'est pas la peine, il arrive tout seul. Donc c'est les malheurs de l'existence, c'est les maladies, c'est les accidents, c'est la vieillesse, c'est la mort, ça arrive tout seul. Alors que le bonheur, il faut le construire, il faut le chercher. Or, sur le plan neurologique, le bonheur et le malheur fonctionnent ensemble. Dans un univers où tout serait bleu, on ne pourrait pas penser la notion de bleu. Pour penser le bleu, il faut qu'il y ait une autre couleur que le bleu. Même raisonnement pour le bonheur. Pour éprouver le sentiment de bonheur, il faut qu'il y ait un autre sentiment que le bonheur, c'est-à-dire le malheur. Et à ce moment-là, quand on triomphe du malheur, ou quand on l'évite, ou quand on le métamorphose par une œuvre d'art, ou par la spiritualité, à ce moment-là, on éprouve un sentiment de bonheur. Mais ce qui donne le sentiment de bonheur, c'est pas la drogue qu'on prend. Ce qui prend et qui peut donner un flash, une illusion de bonheur, mais de bien-être intense, comme le fait la drogue. Mais c'est pas le bonheur, puisque quand la drogue s'élimine, le sentiment de désespoir réapparaît aussitôt. Donc les deux fonctionnent ensemble. Le bonheur et le malheur fonctionnent ensemble, sauf que le bonheur, il faut le chercher et il faut le construire tout le temps. Ça me fait penser à cette phrase que vous aviez dit par rapport à Jean Genet, ce n'est qu'en prison qu'on rêve de liberté. C'est ça. Alors Jean Genet l'a dit, mais beaucoup de gens l'ont dit. Hein, c'est la nuit qu'on rêve, qu'on espère la lumière. C'est en prison qu'on rêve de liberté. Cette représentation du bonheur, cette représentation de la liberté est déjà agréable. Alors qu'on est en prison, on se sauve de la prison en s'imaginant qu'on va être libre, que les gens libres sont plus heureux que nous. Et dans ce cas-là, la représentation provoque un sentiment de bonheur alors qu'on est encore en prison. Si je comprends bien, en fait, les clés de la résilience, c'est de se réinventer en remaniant le passé, en modifiant ses représentations, en réécrivant son histoire, finalement. C'est ce que vous avez fait dans votre histoire ? C'est ce que font tous les blessés. Tous les blessés qui s'en sortent font le même cheminement. D'abord, se sécuriser pour s'apaiser, puis ensuite, chercher le sens qui nous est arrivé. Et chercher le sens, c'est réfléchir, c'est lire, c'est rencontrer, c'est donc créer des moments de bonheur. En cherchant le sens, on crée du bonheur. Parce que le sens qu'on attribue aux choses modifie la manière dont on les éprouve. Et beaucoup de gens qui ont eu des grands malheurs, ou bien s'engagent dans une association, ou bien deviennent religieux alors qu'ils n'étaient pas avant, ou bien écrivent ou peignent, s'ils savent écrire ou s'ils savent peindre, et ça métamorphose la représentation du malheur qui leur est arrivé. Ça ne change pas le réel. Dans le réel, le malheur, la mort, la blessure, ils l'ont eu, le coup, ils l'ont eu. Mais dans la représentation du coup,
ils s'échappent, ils retrouvent la liberté, et même ils peuvent retrouver le sentiment du bonheur en triomphant du malheur passé. Très bien, merci beaucoup Boris Cyrulnik pour ces moments de partage et de réflexion autour de ce sujet qui peut être parfois tabou. C'est un plaisir, merci de m'avoir invité chez vous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet armelberodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.